C'est vrai, Mathieu Bock-Côté, que les semaines se suivent et se ressemblent. En tout cas, les caméras ne se détournent pas de Éric Zemmour, qui n'est d'ailleurs pas encore officiellement candidat. On a vu ces derniers jours que la gauche aussi entreprend une critique radicale du personnage Éric Zemmour. Sommes-nous devant un processus de diabolisation? C'est la question que je vous pose ce soir. Oui, je crois que c'est le terme qui s'impose. Alors, diabolisation, pourquoi? Parce qu'on cherche à créer véritablement un personnage dans l'espace public qui inspirera une répulsion immédiate et qui est censé incarner le mal dans la cité. Alors, je reviens sur certaines des insultes, ou tout le moins des attaques qui ont été lancées contre lui, pour se faire une bonne idée de l'ampleur de l'attaque ces temps-ci. Alors, on a dit évidemment, on l'a traité de pétainiste à répétition. Donc, cet admirateur depuis toujours du général de Gaulle serait apparemment un pétainiste en France aujourd'hui. On le traite de fasciste. C'est le cas, Olivier Faure l'a qualifié de fasciste. On l'a talibanisé. C'est pas un détail. On l'a traité de raciste et de xénophobe. On a vu ça dans l'Obs aujourd'hui. On l'a qualifié, comparé à un virus. C'était l'œuvre de Laurent Ruquier. On l'a extrême droitisé à répétition. Polémiste de l'extrême droite, c'est presque son vrai nom. Enfin, le polémiste d'extrême droite, comme si ça allait de soi lorsqu'on en parle. Mieux, on l'a traité de négationniste. Alors, un négationniste, c'est Anne Hidalgo qui a fait ça. J'aimerais rappeler qu'un négationniste, c'est quelqu'un qui nie l'Holocauste et les chambres à gaz. C'est tragique. Un négationniste, c'est quelqu'un qui véritablement va jusqu'à nier l'horreur qui a constitué le 20e siècle. Est-ce qu'Éric Zemmour a nié l'Holocauste? Est-ce qu'il a nié les chambres à gaz? Jamais, jamais, jamais. Mais les mots ne réfèrent plus à des réalités. Il s'agit simplement d'utiliser une forme d'inflation dans l'horreur, et le terme de négationniste, ici, c'est le summum de l'horreur. Ce qui n'empêche pas de le traiter, soit dit en passant, de nazi, ce qui est assez original, et d'antisémite. Tout en oubliant qu'Éric Zemmour est lui-même juif, ce qui est apparemment une espèce de détail dans cette réflexion, mais apparemment le principe de non-contradiction ne s'applique pas. On l'assimile à l'indigénisme et on le présente aussi comme un danger pour les femmes. Bon. Alors, globalement, pour l'instant, on n'a oublié aucune insulte, mais il y en aura probablement d'autres dans les prochains temps. Qu'est-ce qui est intéressant à travers ce processus qui se met en place? C'est qu'on ne se contente pas de dire « Éric Zemmour se trompe ». On ne se contente pas de dire « Éric Zemmour se trompe sur tout ». Ça, c'est tout à fait possible. C'est une critique de bonne guerre en politique. On considère qu'il faut qu'il soit lui-même un être mauvais. C'est-à-dire que fondamentalement, Éric Zemmour serait ontologiquement mauvais. Éric Zemmour, c'est le principe, c'est le visage du mal dans la cité. Et quand on est devant le visage du mal, il ne faut oublier aucune insulte, aucune étiquette infamante et disqualifiante. Parce que si un segment de Zemmour échappe à l'insulte, une part d'humanité pourrait se glisser. Donc c'est intéressant de voir comment ce qu'on cherche à faire, en fait, par un jeu d'association, par toutes les insultes disponibles, il s'agit de créer la figure du monstre, le visage de Lucifer dans la cité. Et dès lors, puisque c'est le monstre qui est parmi nous, mais contre lui, tout est permis. Justement, Mathieu, comment fonctionne, c'est important de comprendre ce soir, la diabolisation? Alors, il faut voir, c'est une méthode assez... L'objectif, c'est très clair, c'est de créer une forme de sentiment de répulsion immédiat lorsqu'on évoque son nom. On dit Zemmour et tout de suite on va avoir une crispation du oh, c'est comme à la manière d'un fantôme qui viendrait nous hanter. On dit son nom et tout de suite on doit avoir peur, ou à tout le monde on doit afficher socialement son dégoût. Imaginons un dîner, imaginons un déjeuner, et là on lance le nom Zemmour et quelqu'un en dit du mal. Immédiatement chacun doit participer à cette espèce de lynchage symbolique. Chacun doit y aller lui aussi de son crachat, de sa morsure venimeuse, pour ne pas être pris dans un moment de silence, au moment où tous sont dans le moment de la diabolisation du personnage, parce que le silence pourrait être zemmourophile. Et ça, c'est évidemment impardonnable en société. Donc, le prix à payer en société pour marquer un accord possible, un accord partiel, un accord minimal avec lui, doit être si élevé que plus personne n'osera, d'une manière ou de l'autre, refuser de participer à la diabolisation. Comment ça fonctionne? D'abord et en tout, il y a des formules qui sont lancées à répétition, en boucle. Hein? Raciste, 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 raciste. Pétainiste, 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 pétainiste. Antisémite, 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 antisémite. Ces termes en viennent à s'autonomiser dans l'espace public et s'appuient la plupart du temps sur des bouts de phrases, des segments décontextualisés qui seront répétés comme s'ils allaient de soi et étaient des révélateurs véritables de la pensée du polémiste d'extrême droite et réactionnaire. Dès lors, on crée une espèce de Zemmour mythique, un Zemmour médiatique détaché du personnage qui a une œuvre, qui a des livres,
arrive, qui a multiplié les discours, avec lesquels on peut être en désaccord complet. Je le redis, la question n'est pas là, mais il y a un détachement entre le Zemmour réel et une forme de Zemmour créature médiatique de ces diabolisateurs, et tous sont évités à frapper sur la piñata, finalement. Tous, pour se maintenir socialement, doivent cogner sur le personnage inventé qui a finalement assez peu de lien avec le Zemmour réel, avec ses forces et ses faiblesses. Il y a différentes manières de fonctionner. Ensuite, donc là, il y a, par exemple, le refus de débattre. On va dire, c'est un personnage si atroce, si abject, si odieux, que je refuse de débattre avec lui. À l'avance, on le dit. En disant qu'on ne débat pas, par exemple, c'est Anne Hidalgo, avec un négationniste. Alors, on ne débat pas. Le personnage serait à ce point atroce qu'il faut refuser la possibilité de débattre avec lui parce que ça le légitimerait. On va en entendre pour dire qu'il faut même l'exclure de la compétition électorale. Alors ça, c'est quand même, ça pousse assez loin. Et qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, je crois? C'est une volonté d'exclure du corps civique à la fois le personnage luciférien, le personnage satanisé, mais aussi de faire en sorte que tous ceux qui s'en rapprocheraient d'une manière ou de l'autre seraient caractérisés en dernière instance comme des lépreux, qui embrassent la lèpre, finalement, à la lèpre lui aussi. Donc le lépreux par excellence que devient Zemmour, mais tous disent, si vous vous rapprochez de lui, voyez le prix à payer, et il est immense. Alors Mathieu, ça c'est la diabolisation. Si moi j'entreprends de diaboliser quelqu'un, il faut se poser une question. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne de diaboliser quelqu'un? Ça fonctionne assez bien en général, parce qu'on le voit en ce moment, la possibilité de marquer quelques nuances à propos du personnage est immédiatement vue comme une forme de complicité avec tout le mal qu'il est censé incarner et représenter. Et là, on va même voir quelquefois, c'en est assez fascinant, des gens qui, objectivement, seraient globalement d'accord avec lui, mais qui vont développer des techniques sophistiquées en société pour dissimuler, sinon leurs préférences, à tout le moins leurs affinités même partielles, pour éviter qu'on les prenne en délit de zémourophilie. Et là, ce qui est intéressant avec cette méthode, finalement, c'est qu'on voit, on entre vraiment dans les catégories de Miloš. Czesław Miloš, le grand penseur, le grand écrivain polonais qui a écrit La pensée captive, un livre exceptionnel. Mais on peut aussi entrer dans Orwell avec 1984, ou chez Köstler, dans Hiéroglyphes, les écrivains de l'antitotalitarisme, qui ont cherché à analyser la mécanique du dédoublement de la pensée. Que se passe-t-il quand on évolue dans un environnement où il y a des idées obligatoires, une forme d'orthodoxie, des idées obligatoires? On ne doit pas se contenter d'y adhérer, on doit marquer publiquement, à répétition, son adhésion. Et on guette ceux qui cesseraient d'applaudir ou ceux qui n'applaudiraient pas le premier. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est assez fascinant, c'est des gens qui vont chercher à marquer dans les termes codés pétainistes, racistes, antisémites, nazis, polémistes, d'extrême droite. Est-ce qu'on en oublie? On va en rajouter. Ils vont chercher à répéter les formules pour témoigner de leur participation au système anti-zémourien. Et ça nous rappelle, de ce point de vue, qu'une communauté politique est aussi une communauté d'aversion. C'est une forme de sacré négatif aussi, c'est-à-dire nous nous rassemblons parce que nous détestons. C'est pas sans rappeler la figure d'un Roger Caillois, Roger Caillois, ce grand sociologue qui avait analysé la part du sacré négatif, du sacré morbide dans la cité. Et de ce point de vue, la cité se reconstitue contre un diable incarné, et tous, s'ils veulent conserver leur respectabilité, doivent dire « Moi aussi, je te maudis, Z ». On va voir dans quelques instants avec vous si on peut se dédiaboliser, parce que c'est assez important aussi. D'abord, je voulais avoir le ressenti de Arthur de Vatrigan qui vous écoute attentivement, je le vois depuis tout à l'heure. Déjà, on diabolise à droite, on diabolise vraiment à gauche. Sinon, on n'aurait pas encore un parti qui s'appellerait Parti communiste, parce qu'avec 100 millions de morts, on pourrait diaboliser facilement, ce qu'on ne fait pas. En fait, oui, Mathieu le rappelait, c'est un mécanisme qui est très efficace, parce que quand vous faites diaboliser ou pour éviter la diabolisation, en plus d'offrir des gages de fréquentabilité, il faut se dédiaboliser en diabolisant l'autre. Et à droite, ils font ça à chaque fois depuis des décennies. On va dire, non, regardez, il est plus à droite que moi. C'était Xavier Bertrand qui quittait les LR en expliquant Wauquiez est plus à droite que moi, donc j'y vais pas. Qui revient aujourd'hui en disant je suis très à droite, mais je préfère quand même les communistes aux identitaires. Pécresse faisait ça aussi. Même Marine Le Pen l'a fait au début en disant Zemmour est un peu infréquentable, regardez, moi je suis fréquentable. Donc c'est pour ça que c'est un mécanisme qui marche assez bien. Et la preuve qu'il marche encore assez bien, c'est qu'il y a eu une diabolisation hier soir. Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône, président du groupe au conseil municipal de Lyon, a donné une interview dans le JDD dimanche où il disait que 70 à 80% des militants LR, ils trouvaient que Zemmour posait des bonnes questions. Donc c'est même pas soutenir Zemmour, trouver que Zemmour posait des bonnes questions. Et on lui posait la question de la polémique sur Vichy que Éric Zemmour a déclenchée. Il dit je ne suis pas historien, donc je ne vais pas répondre à la question. Mais ce qui s'est passé, c'est que Laurent Wauquiez, patron de la région, a demandé
il semblerait, à demander, je vais mettre au conditionnel, mais c'est les infos qu'on a, à deux maires, deux maires de droite, un maire du 2e arrondissement, un maire du 6e arrondissement, de pousser à la démission Étienne Blanc hier à cause de ses propos sur Zemmour. Donc on diabolise Zemmour et derrière, c'est par effet ricochet. Et donc le président du groupe, Étienne Blanc, a dû démissionner de sa présidence. Donc la preuve que ça marche bien. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça marche un peu moins bien sur Éric Zemmour, alors qu'ils envoient l'artillerie lourde depuis 2 mois. Hein. Quand on traite quelqu'un de négationniste, c'est qu'on y va à fond. Pour que ça marche, la diabolisation, il faut qu'il y ait 2 critères. Il faut que le premier critère, il faut que la personne qui est diabolisée ait peu de colonne vertébrale ou peu de culture pour pouvoir répondre. Et d'autres critères, c'est une absence de courage. Et le RN ne manquait pas de courage, mais ne brillait pas pour son intelligence, et les LR, c'était l'inverse. Résultat, pour les diabolisiers, c'était facile. Et Zemmour, lui, il a ces 2 qualités, le courage et la culture, et puis en plus, il a les micros pour pouvoir répondre. Donc la diabolisation, elle prend moins, naturellement. La dédiabolisation, c'est possible ou pas ? Alors, il y a 2 manières. Hein. C'est-à-dire, quand on a cette idée de la dédiabolisation, la première méthode, c'est de donner des gages. Prouver qu'on n'est pas un diable. Donc là, par exemple, on va s'exposer publiquement avec ses chats, j'en sais rien. Ou on va chercher à dire, regardez, mais on va envoyer des signaux en disant, je ne suis pas le diable que vous croyez, que vous imaginez. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on envoie des signaux de dédiabolisation, il faut toujours en envoyer de nouveaux, parce que le piège du diabolisé, c'est de croire qu'on le diabolise pour quelques propos qu'il aurait des fameux dérapages. Mais non, en fait, les fameux dérapages sont souvent instrumentalisés pour faire le procès de toute autre chose, c'est-à-dire un cœur de programme. L'autre méthode, c'est de contre-attaquer. Mais elle est assez rare, celle-là. Contre-attaquer, refuser finalement la légitimité du diabolisateur. Refuser la légitimité de celui qui vous assigne une étiquette infamante. Dénoncer, je dirais, les méthodes utilisées pour diaboliser. Je donne un exemple. Là, ces temps-ci, la méthode pour Zemmour, on l'a vu aussi avec Trump, puis on l'a vu avec d'autres, avec Johnson, on l'a vu avec le Brexit, c'est trouver un espèce de fou furieux, je sais pas moi, un néo-nazi caché quelque part dans le Cantal, et là on dit, on a photo qui soutient Zemmour, et là on met un grand reportage, un néo-nazi du Cantal soutient Zemmour. Et là donc, Zemmour soutenu par les néo-nazis du Cantal. C'est un exemple parmi... Et là, donc, c'est toujours la même méthode qui est utilisée, c'est-à-dire on va définir un homme par les pires restes qui, d'une manière ou de l'autre, vont s'y agréger pour une raison ou pour une autre. Donc, ce qu'il faut dans cette logique, si on veut contester la diabolisation, c'est expliciter, dénoncer, nommer le système de diabolisation, puis à partir de là, refuser de se plier aux injonctions à excusez-vous, excusez-vous, excusez-vous. On verra ce que ça va donner. On a vu en Occident, quelquefois, certains ont plié le genou, d'autres ont contre-attaqué. Ce qui est intéressant avec le cas Zemmour, finalement, c'est qu'au-delà du personnage, on peut être pour ou contre, la question me semble assez secondaire. La question est de voir ce qu'il révèle comme système de disqualification publique dans nos sociétés. Et ça, c'est intéressant. Allez, parlons également ce soir avec vous, Mathieu Bock-Côté, du retour de Sandrine Rousseau, parce qu'elle revient. Elle nous avait manqué. Alors Sandrine Rousseau, qui porte à bien des égards, qui incarne cette gauche woke dans l'espace public, s'est confessée, elle a dit oui, suite à un débat qu'elle a eu avec, je perds le nom de la dame avec Fatia Boudjala. Voilà, exactement. Un débat qui retourne contre elle l'argument du privilège blanc de manière assez amusante. Et là, Sandrine Rousseau se fait prendre au piège de ses propres arguments. Elle dit, puis elle répond sur Twitter, ensuite, oui, en effet, je suis blanche, je suis bourgeoise, j'ai des privilèges. Et là, cette formule-là, sur le mode de la confession, parce que c'était sur le mode de la confession, eh bien, ça nous permet d'entrer directement dans la nature de ce qu'on appelle le wokisme. Le wokisme, j'en rappelle la définition, parce que c'est un terme relativement nouveau dans notre vie publique. Le wokisme, c'est cette doctrine qui prétend se présenter comme une forme d'hypersensibilité aux revendications des minorités et qui pousse la figure centrale de nos sociétés, l'homme blanc hétérosexuel bedonnant de plus de 50 ans, en gros, quelque chose comme ça, à toujours donner des gages d'autocritique en disant « Oui, j'ai des privilèges, j'autocritique mes privilèges. Oui, je suis porteur d'une identité toxique, je fais la critique de mon identité toxique et je cherche à devenir un allié des minorités en dénonçant sans cesse mes privilège. Donc, c'est un peu l'espèce de système mental un peu étrange, mais qu'il vaut la peine d'explorer pour savoir quel est le sens de ce qui peut sembler comme une folie. Alors, est-ce qu'on peut définir justement chacun de ces termes ou pas? Oui, ben voilà. Alors, le privilège blanc. Alors, la thèse est la suivante. Puisque l'Occident serait une civilisation fondée sur l'homme blanc hétérosexuel, ben, pour peu que vous soyez blanc, vous disposez immédiatement à la naissance d'une série de privilèges indus, une série de privilèges illégitimes. Et puisque notre société a comme horizon l'égalité et la diversité,
Lorsque vous prenez conscience de vos privilèges, votre première tâche est donc d'entreprendre leur déconstruction publiquement. Vous devez... C'est l'éternelle nuit des privilèges, mais reconduite sous le signe de la question de la diversité. Donc, vous devez dénoncer vos privilèges en tant que blanc. Ensuite, quelle est mais tout en sachant que vous vous en sortirez jamais. Hein? Robin DiAngelo, la principale théoricienne de ces questions, nous dit, elle est blanche, elle dit, je suis née blanche, donc je suis raciste, parce que blanc égale raciste, et raciste égale blanc. Au terme de ma vie, je vais demeurer raciste. Parce que j'y peux rien, le racisme parle à travers moi, de par la civilisation à laquelle je participe. Mais je peux chercher, par une forme de vigilance critique permanente, à m'arracher peu à peu à mon racisme. Comment? Eh bien, en m'autocritiquant toujours dans mes privilèges. Et en cherchant toujours, donc en me convertissant à la logique woke, par exemple, à l'antiracisme, ils appellent ça, donc en disant, par exemple, toujours être à l'écoute de la parole des minoritaires, quels qu'ils soient, parce qu'ils auraient raison en leur ressenti, leur doléance. Et mon objectif, en tant que majoritaire qui doit désormais faire pénitence, m'excuser d'exister, souhaiter mon propre anéantissement pour en finir, pour renaître, en fait, une forme de renaissance virginale à travers la révélation de la diversité, eh bien, mon objectif, c'est de devenir un allié des minorités. Eh bien, si je parviens à ça, donc un allié qui donne toujours raison, eh bien là, je suis sur le mode d'une relative rédemption en ce monde. Mathieu, que se passe-t-il si plutôt que de dénoncer ses propres privilèges, on en fait usage sans même s'en rendre compte? Ah ben oui, ça c'est passionnant, ça arrive tout le temps en Amérique du Nord. Ça viendra ici, donnez-vous 6 mois. Alors c'est à peu près toujours de la manière suivante. Voilà un homme, souvent un homme de gauche d'ailleurs, mais un homme de gauche d'avant-hier, qui n'est pas au courant de où est rendu aujourd'hui l'orthodoxie progressiste. Donc il va dire quelquefois, par exemple, oui, mais dans mon équipe de... Imaginons un chanteur. Dans mon équipe de tournée, ben, je me fiche un peu de la parité. Moi, ce que je veux, c'est les meilleurs, qu'ils soient hommes ou femmes, je m'en fiche complètement. Scandale, le système d'alarme commence à sonner. Vous avez remis en question la parité. En fait, vous remettez en question l'émancipation des femmes. Vous vous rendez compte que vous contestez la possibilité pour les femmes de l'émancipation. Vous êtes un sexiste de la pire espèce. Là, l'homme qui ne voulait pas être tout ça en même temps se met à se décomposer. Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, normalement, ça prend 24 heures. 48 s'il n'est pas très rapide. Il va dire publiquement, je viens de me rendre compte de ce que j'ai fait. Mes paroles témoignent de mon privilège inconscient. Mais je viens d'en prendre conscience aujourd'hui et j'en ai honte. J'entreprendrai donc de déconstruire mon privilège. J'ai d'ailleurs parlé récemment à 3 ou 4 amis féministes qui m'ont expliqué quels sont mes privilèges. Et je promets de me rééduquer. Le terme est important. Il est revendiqué désormais. Chez les woke, la rééducation, c'est un concept qui est revendiqué. Eh bien, je me rééduquerai et je ferai tout pour devenir moi-même un allié de la diversité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un rituel néo-maoïste. C'est un rituel de purification sociale après avoir péché. Eh bien, l'idée, c'est me délivrant du péché. Comment je peux le faire, moi? Eh bien, en une forme d'autocritique permanente, revendiquée, publique. Je m'expose dans ma médiocrité, dans le fait d'avoir participé au mal. Je demande qu'on me dénonce et ensuite, peut-être puis-je espérer réintégrer la cité sous le signe, justement, du pénitent. Arthur, il y a tant à dire. Chez Serton nous l'avait annoncé, hein, il avait dit quand les gens cessent de croire en Dieu, ils ne croient en rien. Quand on croit en rien, on peut croire en n'importe quoi. Et là, on arrive dans une espèce de société comploto-wokisme ou woko-complotiste, comme vous préférez. Et donc, tout le monde croit, on peut croire qu'en effet, comme Sandrine Rousseau, que l'être blanc est un privilège. Il faut relire l'étude de l'excellent Pierre Valentin, qui a fait une superbe étude sur le wokisme, et qui explique ça, justement, qui explique que les sociétés blanches sont racistes, que tous les blancs bénéficient du privilège blanc, que le racisme est systémique, et que le racisme anti-blanc n'existe pas parce que seul le blanc est raciste. Il nous a accordé un entretien qu'on va découvrir dans le prochain numéro où il dit qu'il parle ou qu'il se taise, le blanc, il est impossible pour lui d'échapper à l'accusation parce qu'en règle générale, le fait de réagir négativement à une catégorisation insultante est perçu comme une preuve que la catégorisation visait juste. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes foutu. Alors là où je pense que Sandrine Rousseau a raison, c'est qu'en fait elle est bourgeoise. Oui, elle est bourgeoise parce que tenir ce propos-là, il n'y a que les élites ou les bourgeois qui les tiennent. Parce que quel est le privilège blanc de l'agriculture de la Creuse? Quel est le privilège de la femme isolée? Quel est le privilège de l'homme divorcé? Quel est le privilège de votre clochard en bas de chez vous, de votre enfant handicapé? S'il existe un privilège blanc, en fait, aujourd'hui, il y en a un qu'un seul, et même il y en a 3, c'est d'être abandonné par la classe politique, c'est d'être critiqué, insulté par les élites, et c'est d'être chassé et tabassé par les racailles. Mathieu, assez rapidement, s'il vous plaît, vous semblez présenter quand même le wokisme depuis pas mal de semaines
quand même comme un trouble qui a moins à voir finalement avec la politique que la psychologie. C'est vrai ou pas? Oui, je crois que oui. Alors, je refuse normalement de psychiatriser mes adversaires, mais je ne suis pas loin de faire une exception pour les woke, c'est-à-dire à tout le moins pour la frange woke radicale, parce qu'on est dans un désir d'anéantissement de soi, c'est-à-dire l'idée de toujours s'autocritiquer jusqu'à la disparition. Les woke, en fait, on cherche quelquefois à traduire en disant les éveillés, mais c'est pas ça le bon terme. Si on veut traduire vraiment, c'est les illuminés. On est dans une espèce de logique apocalyptique. Notre monde doit périr, notre civilisation blanche, chrétienne, masculine, hétéropatriarcale, tout ça, doit périr parce qu'elle a fait tant de mal au monde. Elle l'a colonisé, dévasté, détruit. Elle doit s'anéantir et le rôle des avant-gardes aujourd'hui, c'est de pousser le plus loin possible cette auto-déconstruction, cette autocritique pour qu'enfin cette civilisation s'affaisse et que l'humanité puisse renaître sur son cadavre. Il y a là-dedans, effectivement, je pense, une forme de travers. On a poussé la déconstruction jusqu'au bout, et le bout de la déconstruction, c'est l'auto-anéantissement, et on voit, chez certains, il y a des promoteurs de cet auto-anéantissement. Mathieu Bock-Côté, dans quelques instants, Mathieu, votre invité sera Jean